Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci Marc pour ton invitation à évoquer avec vous le leadership de l'amour. Donc tu as évoqué les deux livres d'avant, c'est le dernier, le leadership de l'amour, le leadership of love. En fait, c'est la continuité de l'urgence éthique, une autre vision pour le monde des affaires. Mais en fait, c'est devenu aussi, c'est venu de la demande d'un client, Allianz, les assurances Allianz, qui est un groupe allemand et qui a souhaité, en particulier dans sa filiale française, travailler sur un sujet qui était comment devenir une entreprise aimée par ses clients et par ses collaborateurs. Et alors, ce qui est très étrange, et ce qui n'est pas très étonnant, mais ce qui est très étrange, c'est que quand on interroge les strates de managers, chez Allianz France en particulier, les strates de managers disent « ce thème est vital pour nous, il faut absolument qu'on le travaille ». Et plus on monte vers le comité de direction, plus le comité de direction a des interrogations en se disant « est-ce qu'on va vraiment parler d'amour dans notre entreprise ?» Et le président dit « oui, c'est le thème sur lequel on doit absolument travailler pour traverser les crises qui sont à venir après la crise de 2008 ». Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un thème pragmatique. Il faut quand même aller au-delà de la fascination du thème, c'est que l'entreprise reste une entreprise pour gagner de l'argent. Hein. Donc c'est une première ambiguïté. C'est qu'on va parler de l'amour dans un monde où, quoi qu'il arrive, il faut gagner de l'argent, au moins pour survivre. Hein, c'est un impératif. Donc ça, c'est déjà la première ambiguïté. Donc ce livre, il est né de ça, et puis il est né effectivement donc de mes études sur Tillich et sur le fait d'essayer de continuer à mettre à jour la pensée de Paul Tillich et voir comment elle peut donner des axes d'interprétation et de réflexion pour le monde de l'entreprise. Alors, avant de commencer, quelques précautions d'usage, parce que ce que je vais vous dire, évidemment, c'est lié à mon expérience, c'est lié à mon histoire, c'est lié à moi, ça ne peut pas être la vérité. C'est une vision du monde sur le thème de l'ambiguïté, selon Tillich, adaptée au monde du leadership. Sachant qu'en français, et on n'a pas ce problème-là au Québec puisqu'on emploie des bons mots, mais en français, on a un problème quand on emploie leadership et management. On confond absolument les deux, alors que les deux sont bien distincts. Le leader, c'est un meneur, le manager, c'est un gestionnaire. Et donc, je ne vais pas vous parler des gestionnaires, je vais vous parler des leaders. Donc, premier élément, ce que je vais vous dire, c'est lié à ma vision du monde, à ma culture. Moi, je suis né en France, mais d'un père d'origine italienne, avec une mère française, et j'ai passé une bonne partie de ma vie entre la France et l'Italie. C'est une première imprégnation. J'étais d'origine chrétienne catholique, mais je suis entré dans une faculté de théologie protestante à Montpellier, donc j'ai découvert ce qu'était le protestantisme, je ne le savais pas. Et puis, troisième élément, j'ai fait mes études au Québec, ce qui m'a donné aussi une autre vision du monde et une autre interprétation du monde, avec un prisme sur l'éthique qui est nord-américain et qui n'est pas un prisme européen. Donc tout ça fait partie de l'environnement à partir duquel j'écris. Deuxième élément, mon travail aujourd'hui, en tant que dirigeant de l'International Ethics Consulting Group, c'est à 60% de mon temps de faire de l'entraînement de conseil d'administration et de comité de direction sur un sujet, c'est comment essayer de prendre des décisions qui soient cohérentes avec la stratégie de l'organisation et les valeurs humanistes. Et je dis bien des valeurs humanistes, ça rejoint totalement l'introduction de Pierre Gisèle hier, c'est-à-dire des valeurs humanistes, bon, de type universel, je ne sais même pas si ça existe, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, mais qui au moins respectent la pluralité des communautés culturelles dans lesquelles on évolue. Et la plupart de mes clients sont des grandes entreprises internationales, donc implantées dans le monde entier. Donc j'interviens dans le monde entier sur leur comité de direction. Et le troisième élément, c'est que je me suis vraiment spécialisé dans l'analyse des comportements des dirigeants sous stress, c'est-à-dire dans la prise de décision sous stress, et tous secteurs confondus, militaires y compris. Et donc, je peux déjà vous dire qu'il y a une énorme différence entre les leaders militaires et les leaders civils. C'est que les leaders militaires sont entraînés. Les leaders civils ne sont absolument pas entraînés. C'est-à-dire, quand une crise arrive, un leader du civil, il découvre la crise. Alors qu'un militaire, il ne la découvre pas. La grande différence, et on rentre de plein pied dans les ambiguïtés de la vie selon Tillich, la grande différence, c'est le rapport à la mort. C'est qu'un militaire, s'il part sur le terrain des opérations, peut-être, il ne va pas revenir. Si un leader doit prendre des décisions qui peuvent être graves dans une entreprise, il peut y avoir quelque chose d'une mort symbolique, mais pas d'une mort biologique. C'est très rare. Donc ça, c'est une énorme différence. Et les leaders du civil ne sont pas entraînés. Donc, j'ai décidé, en fait, là, un parti pris de vous présenter comme si vous étiez un conseil d'administration et un comité de direction et que je vous faisais une présentation sur le leadership de l'amour, de manière à ce que vous voyez exactement comment ça peut se dérouler. Sachant qu'évidemment, les concepts sont donc hyper simplifiés pour que ça puisse passer en termes de communication. Et donc, j'écris des livres pour montrer que je reste quand même professeur-docteur. Parce qu'on pourrait me reprocher de ne pas aller assez loin dans les concepts. Mais on peut aller assez loin dans les concepts, mais pas en termes de présentation. Donc je pense que c'est important.
Donc je vais d'emblée entrer dans la schizophrénie du leader. Pourquoi un leader est-il schizophrène? Donc il y a la schizophrénie psychotique, qui ne nous concerne pas ici, et il y a la schizophrénie névrotique, ce que nous sommes à peu près tous, et qui est surdimensionnée chez les leaders de par l'ego dont ils ont besoin pour être des leaders. Parce que s'ils n'avaient pas d'ego, ils ne pourraient pas être des leaders. Donc voilà un leader, les 4 pôles de pression qu'il a à gérer, à conduire quand il est sous la prise de décision. Le premier pôle de pression, c'est son environnement qui est lié à l'entreprise. Il a un actionnaire, et un actionnaire, ça lui demande de rendre des comptes. Pour une raison simple, c'est que l'actionnaire a investi. Et quand l'actionnaire a investi, il demande un retour sur investissement. Alors après, on peut situer le débat dans 2 types de modèles de leadership, ce qu'on appelle la création de valeur actionnariale ou la création de valeur partenariale. La création de valeur actionnariale, c'est la plus grande rentabilité qui soit dans le plus court temps possible pour l'actionnaire. La création de valeur partenariale, c'est il y a une rentabilité qui vient pour l'actionnaire, mais elle se fait sur le moyen long terme. Nous vivons dans un monde néolibéral dans lequel le modèle ambiant à 90% dans les entreprises, c'est la création de valeur actionnariale. C'est-à-dire on doit faire de la rentabilité le plus rapidement possible à court terme pour rapporter à l'actionnaire. Ça, c'est la réalité du temps et du terrain. Donc si vous êtes un leader un peu humaniste avec des valeurs humanistes, voilà une première ambiguïté. Vous devez rendre de la rentabilité rapidement, alors que c'est incompatible avec le respect des employés sur le terrain. Première ambiguïté. Deuxièmement, vous devez gérer votre environnement. Votre environnement, c'est est-ce que vous êtes en croissance? Est-ce que vous êtes en décroissance? Est-ce que vous êtes en déflation? Est-ce que vous êtes en crise? Est-ce que vous devez vous repositionner sur votre marché? Où en est la concurrence par rapport à ça? Tout ça, c'est l'environnement dans lequel vous devez évoluer. Et l'environnement est changeant et change de plus en plus. Un seul exemple, la crise des subprimes de 2008. Tous les dirigeants, donc entre 58 et 62 ans en 2008, ont vécu une chose contraire à tous les principes qu'on leur avait enseignés à l'université dans les business schools, c'est-à-dire que la crise systémique ne pouvait pas exister. Or, ils ont vécu une crise systémique. Et donc les dirigeants aujourd'hui leaders sur le terrain sont perdus, parce que tout ce qu'ils ont appris dans les écoles ne s'applique plus. Et donc c'est encore une nouvelle ambiguïté. Sachant que quand vous faites votre première année d'université aujourd'hui, vous savez que 2 ans après, tout ce que vous avez appris la première année est déjà obsolète. Donc ça pose des questions sur la manière dont on a à se positionner par rapport au temps. Troisième élément, c'est le client. On a beaucoup oublié que le client, c'est le nerf du business. Parce que sans client, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc sans client, il n'y a pas de salaire. Si vous demandez à un employé qui paye ton salaire, il va vous répondre le responsable des ressources humaines. Mais non, ce n'est pas le responsable des ressources humaines qui paye votre salaire. C'est le client, parce que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc, dans le leadership de l'amour, il y a toute une place aujourd'hui à redonner au client en tant qu'élément principal de la chaîne que nous avons à servir. Et puis, dernier élément, ce sont les employés, les collaborateurs qu'il faut motiver, fidéliser et aller de l'avant ensemble en créant un sentiment d'appartenance pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble et atteindre les objectifs qu'on a à atteindre. Ça, c'est un premier élément de pression qu'un leader a à conduire. Deuxième élément de pression, c'est soi-même. Et c'est là que la schizophrénie commence. Sont mes valeurs personnelles en tant que leader. Est-ce que mes valeurs personnelles sont cohérentes avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle je travaille? Si c'est le cas, ça va bien. Si ce n'est pas le cas, c'est là que je suis schizophrène. C'est-à-dire quand le matin, je suis chez moi, j'ai un système de valeurs, je sors de chez moi, je rentre de l'entreprise, je change de système de valeurs. Ça veut dire que je suis malade. Et donc ça veut dire que je suis en énergie négative. Autrement dit, si je suis en énergie négative, je vais transmettre de l'énergie négative. Et donc ça pose une vraie question par rapport à l'équilibre que l'on va trouver entre la vie privée et la vie professionnelle. Et aujourd'hui, on est tous devenus, dans le monde de l'entreprise en tout cas, des Blackberriers et des iPhoneurs 24 heures sur 24 qui font que nous n'avons plus de recul avec les choses. Et donc, quelle est la capacité que j'ai à préserver un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle? Et enfin, quand on parle du champ de l'éthique, appliqué à ce monde du leadership, il y a la liberté de conscience, le libre arbitre. Est-ce que je préserve mon pouvoir, entre guillemets, de dire oui ou de dire non? Sachant que quand je dis oui à quelque chose, je renonce à quelque chose, et quand je dis non à quelque chose, j'accepte autre chose. Et donc ça, c'est la première ambiguïté dans laquelle il est très difficile de se positionner quand on est un leader. Ce n'est pas si simple que ça. Troisième élément, c'est le champ des règles internes et externes à l'entreprise. Et donc, depuis les années 2000, suite à la chute des tours du World Trade Center, et puis des grands scandales financiers avec Enron, WorldCom
Andersen, on a multiplié les règles, et donc il existe aujourd'hui des Chief Ethics and Compliance Officers dans les entreprises qui sont axés sur une démarche très américaine, c'est-à-dire de voir si les décisions que nous prenons sont en cohérence avec les règles. Et donc il y a tellement de règles qu'en fait, il faut au moins une vingtaine d'avocats dans une multinationale, au moins, je dis bien, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais au moins une vingtaine d'avocats pour savoir quand on prend une décision si on est en cohérence avec le cadre réglementaire. Donc le leader prend des décisions tous les jours en engageant sa responsabilité pénale sans savoir qu'il engage sa responsabilité pénale. Ce qui fait que ça met encore plus de pression. Et puis, quatrième élément, c'est la culture d'entreprise. Est-ce qu'elle est orientée création de valeur actionnariale ou création de valeur partenariale? Et donc, il est vrai que l'ambiance générale est plutôt à la création de valeur actionnariale. Ce qu'on peut remarquer, ce que j'ai pu remarquer sous stress, c'est que les crises vont être le résultat de comportements qui ne sont pas des comportements de responsabilité, c'est-à-dire des comportements vicieux et pas des comportements vertueux. Alors, donc il y en a 4 qui reviennent en permanence. Le premier élément, c'est l'argent, c'est-à-dire l'obsession de l'argent. L'obsession de l'argent, c'est lié à la peur de manquer. Et donc, plus on a peur de manquer, moins on est généreux, plus on est obsédé par l'argent, plus on est obsédé par la performance. Alors, quand l'objectif ne devient que la performance économique, ça devient une obsession. Et c'est une obsession dangereuse pour l'équilibre entre les valeurs et la stratégie de l'entreprise. Deuxième obsession, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir de te contraindre à faire quelque chose que tu ne ferais pas naturellement. Autrement dit, j'ai le pouvoir de te faire obéir. Alors là, ça pose une vraie question éthique. Il y a des moments dans lesquels vous êtes obligé, avec certains collaborateurs, d'exercer votre pouvoir. Parce qu'il faut remettre le cadre de référence au cœur de la situation pour pouvoir conduire les choses ensemble. Mais il y a aussi des moments où il faut savoir développer de l'autorité, au bon sens du terme étymologique, c'est-à-dire faire grandir, faire accroître les autres avec soi-même. Donc, deuxième obsession. Troisième obsession, c'est la pire, c'est la jalousie. Alors ça, quand je suis avec les dirigeants, je n'ai pas peur de dire que c'est le retour au bac à sable. Maternelle, 4 ans, quoi. Et donc là, c'est malheureux, mais là, vous voyez quand même des leaders qui sont capables d'être jaloux de la grosse voiture que son collègue a, ou autre. Ça paraît fou, mais on pourrait s'imaginer qu'à des stades de responsabilité comme cela, ça n'existe pas. Mais en fait, plus on monte, plus il y a une infantilisation de l'ego qui amène à développer de la jalousie. Et donc ça, pour moi, c'est le pire. C'est le comportement le pire qui peut vous amener à prendre des décisions qui vont au contraire de votre responsabilité, parce que là, vous vous dites, toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas, et je le veux. Alors ça, c'est terrible. J'ai un budget que tu as, je ne l'ai pas, donc je le veux. Donc je vais tout faire pour obtenir ce budget, qui ne va pas dans le sens de la conduite de l'entreprise. Et puis le quatrième élément, c'est l'égocentrisme. Je ne pense qu'à moi. J'ai oublié l'impact collectif d'appartenance de mes décisions. Alors le pire, c'est quand on cumule les 4. Alors je vais vous donner un bon exemple, parce que j'habite en Suisse italienne, il est suisse, c'est UBS, l'Union des banques suisses. C'est un magnifique exemple, l'Union des banques suisses. 1996, fusion entre l'Union des banques suisses du canton de Zurich avec la SBS, Société des banques suisses du canton de Bâle. Monsieur Ospel, qui est le directeur général de la Société des banques suisses, prend la présidence de l'Union des banques suisses. Monsieur Ospel a un rêve. UBS est le numéro 1 de la gestion de fortune au monde, mais il veut faire d'UBS le numéro 1 de la banque d'affaires au monde. Ça veut dire qu'il veut détrôner JP Morgan et Goldman Sachs sur son marché. Donc il crée une banque aux États-Unis, et il va rentrer dans les 6 premières banques d'affaires au monde. Voilà. La crise des subprimes arrive. Le résultat, le Crédit Suisse, son concurrent principal, a perdu 325 millions de francs suisses. À l'époque, ça doit faire 250 millions d'euros. UBS a perdu 40 milliards de francs suisses, c'est-à-dire 32 milliards d'euros. Donc, ils avaient le même niveau d'information. Monsieur Ospel a cumulé les 4 obsessions. Obsession de l'argent, gagner toujours plus, se positionner sur un nouveau marché qui va rapporter beaucoup d'argent. Et ça a été le cas. Entre 1998 et 2007, UBS a gagné beaucoup d'argent. Le pouvoir. M. Ospel avait créé un conseil du président qui pouvait prendre des décisions contre le conseil d'administration. Donc en matière de gouvernance, ça défie tous les modèles de gouvernance. La jalousie. M. Ospel était jaloux de M. Blankfein, le patron de Goldman Sachs. Et il voulait arriver au niveau de M. Blankfein. Et puis l'égocentrisme, parce que quand on touche un bonus, quand on est président d'UBS, c'est entre 26 et 80 millions de francs suisses. C'est-à-dire aujourd'hui, il fait 80 millions d'euros, donc c'est énorme en termes d'ego. Les 3 valeurs d'UBS qui se trouvaient dans les clés, le logo d'UBS, sécurité, confiance, prudence. C'est-à-dire incohérence totale entre les valeurs et la stratégie de l'entreprise.
Bon, mais ça, c'est un cas, si vous cumulez les 4, c'est grave, parce que derrière, on a été obligé de faire rentrer un fonds singapourien actionnaire à 11% d'UBS, alors qu'UBS était à 100% suisse. Donc déjà, vous perdez 11% de votre actionnariat. Bon, la Banque nationale suisse a fait un très bon coup parce qu'ils ont prêté beaucoup d'argent à UBS à un gros taux d'intérêt. Donc là, la Banque nationale suisse a gagné beaucoup d'argent. Mais derrière ça, on a licencié 10% du personnel dans l'ensemble de toutes les filiales d'UBS au monde. Donc ça a eu des impacts. Et donc pour reprendre le langage de Michel ce matin, c'est le fossé entre l'éthique déontologique et l'éthique conséquentialiste. L'éthique déontologique, c'est on a des valeurs, qui est un impératif catégorique moral. Confiance, sécurité, prudence. L'éthique conséquentialiste sont les conséquences de nos actes sur nous-mêmes et sur les autres. Et donc, le leader, il doit être toujours en train de réfléchir sur cette dynamique d'une éthique déontologique et d'une éthique conséquentialiste. Le problème, c'est que dans l'entreprise aujourd'hui, les valeurs sont faites pour faire beau, un effet de marketing, alors que ça doit devenir un outil de leadership. C'est vraiment l'objectif du leadership de l'amour. À partir de là, donc, j'ai travaillé, à partir de cette praticité, j'ai travaillé sur qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, finalement, le leadership de l'amour. Alors, j'ai fait un premier constat entre leadership et leadership responsable, en montrant que finalement, le leader et le leader responsable, ils ont les mêmes catégories de pensée, les mêmes moyens de penser. Mais il y a quelque chose qui va les différencier. Ils ont 4 caractéristiques qui sont exactement les mêmes. Ils sont optimistes. C'est-à-dire ils voient toujours le bon côté des choses. Voilà. Mais ils sont en même temps réalistes, c'est-à-dire que quand il y a une réalité des faits, ils reviennent sur la réalité des faits. Ce sont 2 éléments clés que vous allez retrouver dans toute la littérature qu'on écrit sur le leadership. Puis il y a 2 éléments qui nous intéressent plus particulièrement là, dans notre colloque, c'est le charisme et l'enthousiasme. Charisme, la grâce accordée par Dieu, et enthousiasme, être dans le souffle des dieux. Ça veut dire qu'on utilise en leadership un vocabulaire qui relève du sacré. Et donc ça, c'est ce que j'ai démontré dans le premier chapitre de mon livre, c'est que, en fait, ce vocabulaire qui s'enracine dans le sacré rejoint la pensée de l'inconditionné, telle que Tillich l'a exprimé. Qu'est-ce que le sacré? C'est l'inconditionné. C'est le pouvoir des origines qui n'est soumis à aucune condition. Et donc, on emploie un vocabulaire sacré pour parler de leadership. C'est la grâce qui m'est accordée par Dieu et je suis dans le souffle des dieux, c'est-à-dire l'énergie qui m'est donnée vient dans le souffle des dieux. Et donc, le leader et le leader responsable ont ces caractéristiques-là. Avec une autre, c'est qu'ils ont un énorme ego. Autrement, ils ne seraient pas leaders. Parce que si vous n'avez pas d'ego, vous ne pouvez pas être leader. Parce qu'il faut pouvoir emmener les autres avec soi. Le leader est orienté création de valeur actionnariale. Le leader responsable est orienté création de valeur partenariale. Voilà, c'est vraiment la distinction que j'ai faite entre leader et leader responsable. À partir de là, j'ai appliqué les catégories que j'avais utilisées dans ma thèse, de l'autonomie, de l'hétéronomie et de la théonomie appliquées au leader. Et donc, il existe 3 types de leaders. Le leader autonome, le leader hétéronome et le leader théonome. Le leader autonome, j'ai pris 2 exemples. Le système Madoff et Marcel Ospel chez UBS. C'est-à-dire comment créer un système autonome, c'est-à-dire je me donne ma propre loi à moi-même pour pouvoir finalement arriver à mes fins. Ça, c'est le leader autonome, pour faire court. Le leader hétéronome, une loi qui vient de l'extérieur. Alors là, vous avez 2 spécialistes, c'est le patron de Apple, Tim Cook, et puis Lloyd Blankfein, le patron de Goldman Sachs. Donc le patron de Goldman Sachs, quand il est interviewé, il dit « Je fais le travail de Dieu. Je fais le travail de Dieu. I do God's job. » Et puis Tim Cook, quand il est devant le Congrès américain pour défendre le fait que Apple a 31 milliards de dollars défiscalisés en Irlande, voilà ce que répond Tim Cook au Congrès américain. Il dit « Avec l'aide de Dieu, nous allons faire la totale transparence et vérité sur cette situation pour que le fisc américain ne soit pas lésé. » Voilà, ça, c'est le leadership hétéronome. La loi qui m'est donnée de l'extérieur. Je dis bien dans mon livre qu'il n'y a aucune attaque personnelle contre ces personnes. Il n'y a aucun jugement moral, parce qu'on en est tous là, à la fois dans notre vie de leader ou dans notre vie personnelle. Mais ça veut dire qu'à un moment donné dans sa vie, on peut être un leader, et puis à un autre moment, on peut être un leader responsable. Mais on n'est jamais un leader responsable à 100% une fois pour toutes, parce qu'il y a les ambiguïtés de la vie. Et puis il y a le leader théonome. Et le leader théonome, j'ai pas pris de risque, j'ai pris Jésus et Confucius, de manière à montrer qu'il y a une certaine sagesse dans le leader théonome. Une sagesse qui vient en particulier de l'écoute, qui vient d'avoir une capacité d'écoute silencieuse. Et donc j'avais beaucoup travaillé au préalable en termes de leadership sur l'écoute, et j'ai fini par me forger une définition de l'écoute qui est « écouter, c'est ne pas savoir ce que l'on va dire à l'autre avant qu'il ait fini de parler ». Ce qui veut dire qu'on n'écoute jamais en fait. Parce qu'on sait toujours ce qu'on va dire à l'autre avant qu'il ait fini de parler.
Et donc, si on veut exercer un leadership responsable, la théonomie est un peu ambitieuse, vous l'avez compris, même inatteignable, je pense, et ça veut dire qu'on doit avoir une capacité d'écoute qui doit être forte, fortement développée. Bon, on retrouve tout ça de manière évidemment plus développée. Alors, à partir de là, j'ai repris le courage d'être de Tillich. Pourquoi reprendre le courage d'être de Tillich? Pour une raison simple, c'est que j'ai pu m'apercevoir de manière très pragmatique que le parasitage des comportements responsables chez les leaders vient de l'angoisse et de la peur. Et que les deux sont intimement entremêlés. Donc on connaît dans le courage d'être l'angoisse de la mort, l'angoisse de l'absurde, l'angoisse de la condamnation, et puis on évoque les peurs. Donc il y a quand même une chose très différente entre l'angoisse et la peur. Et c'était intéressant d'ailleurs les conférences sur le cercle de New York hier, parce qu'on a des éléments à ce sujet-là. C'est que l'angoisse est sans objet. En fait, toute angoisse est une angoisse de mort biologique. Et donc en fait, le leader, inconsciemment, évidemment il ne le sait pas, mais inconsciemment, quand il est dans l'exercice de la prise de décision sous stress, il est angoissé, il y a une angoisse de mort. Et il va projeter son angoisse. C'est légitime, mais c'est absolument pas objectif. Et avec son angoisse, il va projeter une peur qui est bien précise. Et donc sous stress, je me suis spécialisé parce que je ne trouve pas cette dimension bien théorisée chez Tillich par rapport à la peur, si ce n'est qu'elle a un objet, à la différence de l'angoisse. Donc je me suis spécialisé dans les comportements et les peurs. Et donc j'ai utilisé un outil de connaissance de soi qui est millénaire, qui s'appelle Ennéagramme, donc 9 grammes signes, et qui décline 9 peurs chez l'être humain. Donc il y a la peur d'être faible. Nous avons les 9 peurs à l'intérieur de nous-mêmes, mais il y en a une qui va prédominer. Et la théorie dit, depuis au moins 1000 ans, la théorie dit que nous avons construit notre type de personnalité à partir d'une blessure d'enfance entre 0 et 3 ans. Donc il y a la peur d'être faible, il y a la peur du conflit, la peur de l'imperfection, la peur de ne pas être utile, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur du vide affectif, la peur de l'autorité et la peur de l'enfermement. Nous avons ces 9 peurs à l'intérieur de nous, mais il y en a une qui prédomine. Je peux vous assurer aujourd'hui, après avoir travaillé au moins avec plus de 1500 dirigeants dans le monde sur l'Ennéagramme, que quand on met des dirigeants sous stress dans une prise de décision, c'est-à-dire on leur donne 10 minutes pour prendre une grosse décision, donc même si c'est une simulation, rien que le fait de leur donner 10 minutes, ça les met sous pression. La première réaction qui va venir, la décision est liée à leur peur, dans 100% des cas. Leur réaction est légitime, mais absolument pas objective. Ils ont projeté leur peur dans le processus de décision et ils ne s'en sont pas rendus compte. C'est totalement inconscient. Donc si vous projetez votre peur de manière inconsciente, vous ne pouvez pas être responsable. C'est impossible. D'où l'ambiguïté. D'où l'ambiguïté. Vous ne pouvez pas être responsable puisque vous avez donné une réponse personnelle à une demande ou une question collective. Donc je vais vous montrer, on va essayer de faire le profil psychologique de Paul Tillich. Donc ça c'est le logo de l'Ennéagramme, et donc ce sont les mathématiciens arabes, il y a plus de 1200 ans, qui l'ont structuré de cette manière-là. Et donc les 9 types de personnalités sont répartis entre ce qu'on appelle 3 centres. Vous avez les centres tripes. 8, 9, 1, chef, médiateur, réformateur. Leur motivation inconsciente, c'est la colère. Autrement dit, le matin, quand ils se lèvent, ce sont des types de personnalités en colère. C'est naturel. Hein, c'est comme ça. Leur mode de fonctionnement, c'est une énergie à aller contre les situations. Action, réaction. Et leur vision du monde, c'est la vie est un combat. Voilà, je vais vous donner une interaction après entre les centres, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les centres cœur. Battant, altruiste, battant et artiste. Leur motivation inconsciente, c'est la recherche d'identité, le besoin de reconnaissance. Leur mode de fonctionnement, c'est une énergie à aller vers les autres. Vous voyez, les centres tripes, énergie à aller contre les autres. Les centres cœur, une énergie à aller vers les autres. Leur vision du monde, quand ils se lèvent le matin, c'est la vie est une tâche à accomplir pour exister aux yeux des autres. Et puis enfin, vous avez les centres tête. Je pense que Tillich est centre tête. La motivation inconsciente, c'est la peur. Et en particulier, je pense chez Tillich, la peur de l'enfermement. Leur mode de fonctionnement, c'est une énergie de retrait, mentale, réflexion. Une somme, il a écrit une somme théologique. Et la vision du monde, c'est la vie est un mystère. Donc besoin de comprendre. Donc je vous fais une petite interaction. Vous prenez un chef, 8, on va dire, la directrice générale est 8. Là où le directeur général est 8, chef. Donc centre triple. Le directeur des ressources humaines ou la directrice des ressources humaines est 2, altruiste, centre cœur. Et le directeur financier ou la directrice financière est 5, observateur. Il y a une réunion qui est prévue ce matin, vous allez rigoler parce que vous vivez ça tous les jours. Il y a une réunion qui est prévue ce matin depuis un mois à 8 heures.
Le chef arrive, il y a une décision à prendre. Vous avez une demi-heure pour prendre une décision. Le chef arrive à 8h moins 5. Il est prêt, action, réaction. Arrive l'altruiste, le 2 ou la 2, qui lui dit « ce serait sympa qu'on boive un petit café ensemble ». Le chef lui dit « si tu avais envie de boire un petit café, tu avais qu'à arriver à 8h moins le quart, parce que maintenant on va commencer la réunion. » Alors, le 2 demandait de la relation. Il n'a pas eu de relation. Il se dit « mon chef, c'est vraiment un gros con. » Voilà ce qu'il se dit en fait, consciemment ou inconsciemment. Arrive le 5, l'observateur, qui lui a besoin de comprendre. Et il dit au chef « si tu pouvais me donner encore 5 minutes pour finaliser le point de détail dont j'ai besoin pour te livrer les meilleurs éléments pour que tu prennes la décision, ce serait gentil de ta part. » Et là, le chef lui répond exactement la même chose. Il lui dit « attends, ça fait un mois que tu sais qu'on a une réunion ce matin à 8h, donc maintenant, on commence. Pendant 20 minutes, énergie négative. » Si vous avez une demi-heure, ça veut dire qu'au mieux, vous serez efficace pendant 10 minutes. La peur a été projetée. C'est un tout petit exemple, mais quand vous avez une énorme décision à prendre, c'est démultiplié. La chose est démultipliée. D'où l'ambiguïté. Vous dites « ah, j'ai des valeurs humaines fortes », ben ouais, mais votre comportement est à l'envers de vos valeurs humaines fortes. Et vous ne le faites pas exprès. D'où l'ambiguïté. À partir de là, qu'est-ce que l'amour? Puisqu'on parle du leadership de l'amour. Alors bon, là on connaît bien ça, Eros, Philia, Agapé. Alors c'est intéressant de voir que dans son livre Amour, pouvoir et justice, Tillich dit bien qu'il y a de l'éros dans la philia et de la philia dans l'éros, c'est-à-dire que les deux ne sont pas déconnectés. Mais donc, Eros, on est vraiment dans la fusion, hein, c'est le coup de foudre. Vraiment, l'éros, c'est la fusion amoureuse. Quand on parle de leadership, quand vous recrutez, par exemple, bah, vous avez un coup de foudre avec la personne avec laquelle vous recrutez. C'est une dimension érotique en ce sens-là. C'est fusionnel. Vous vous dites, c'est génial, j'ai trouvé la bonne personne. Puis bon, au bout d'un mois, ce que vous vouliez déléguer, vous n'arrivez pas à le déléguer. Enfin, ça ne se passe pas aussi bien que ce que vous aviez imaginé. C'est l'imaginaire, c'est l'idéalisation. Puis il y a la philia, c'est le respect de la différence. Il est évident que j'ai pris le parti de la philia dans le leadership de l'amour. C'est-à-dire, le leadership de l'amour, c'est la capacité à conduire une équipe, à conduire un projet en cohérence avec la stratégie et le respect fondamental de l'être humain, qui s'enracine dans la philia. Quant à l'agapé, je ne vais pas développer parce que je ne crois pas que l'agapé ait sa place dans l'entreprise. Disons que quand j'ai commencé mon job, j'étais assez idéaliste, mais là, depuis tout ce que je vois sur le terrain, je pense que aimer pour rien de manière inconditionnelle, à moins, comme tu le dis, Jean, que la grâce nous tombe dessus, et on n'est pas à l'abri, mais ça ne dépend pas de nous. Mais là, je vois mal l'exercice de l'agapé dans le monde de l'entreprise. Donc, je me suis dit, quand on parle de l'amour, parce qu'en fait, la définition que tous les managers donnaient de l'amour était assez béate, d'un optimisme béat considérable. Voilà ce qu'ils disaient, les managers. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que l'amour? Eh bien, c'est donner, c'est recevoir, c'est être en harmonie. Bon, ben, tout ça, c'est magnifique, mais il y a l'autre pôle, ça, c'est l'être. Puis, il y a le non-être. Et alors, j'avais quand même un peu de difficulté à trouver des choses sur le non-être de l'amour, à part de l'éros, tel que l'a expliqué Frédéric Parella hier. Mais j'ai découvert un livre qui m'a mis en tension, et un livre d'un philosophe italien, Umberto Galimberti, qui a écrit un livre remarquable sur qu'est-ce que l'amour. Et là, il y aurait quelque chose à travailler sur le débat entre Galimberti et Tillich. Voilà ce que dit Galimberti dans son livre. Il dit « L'amour commence toujours par la violation de l'intégrité de l'individu ». Alors c'est très fort. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je tombe amoureux, que je rentre en relation, je vais idéaliser l'autre. Je vais vouloir le faire entrer dans mon monde. Et l'autre va vouloir me faire entrer dans son monde. Et donc, je vais violer son intégrité et il va violer mon intégrité. Et l'amour ne peut commencer que par la violation de l'intégrité de l'autre. Si je n'accepte pas la violation de mon intégrité et la violation de l'intégrité de l'autre, alors je ne peux pas passer à la philia. Ben ça, c'est le big challenge. C'est le gros challenge des équipes de direction. C'est que tant qu'ils ne se parlent pas, tant qu'ils ne savent pas qui ils sont, tant qu'ils ne s'entraînent pas à prendre des décisions ensemble, ils ne peuvent pas passer à la dimension de philia, du respect radical de la différence de l'autre. Alors dans les entreprises multinationales, avec le multiculturalisme qu'il y a, de fait, aujourd'hui, je pense que les grandes multinationales sont très avancées sur les modèles de leadership de respect de la différence, parce que vous ne conduisez pas un Chinois comme vous conduisez un Français ou un Canadien. Et donc, de force, de fait, vous êtes forcé à vous préoccuper de la différence de l'autre. Et donc, c'est intéressant. J'ai pu mesurer sur le terrain qu'il y a une seule valeur sur laquelle toutes les strates culturelles se donnent à peu près la même définition. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Corée, où j'animais un comité de direction où il y avait des Chinois, des Japonais, des Coréens, des Américains, des Français, des Anglais, des Thaïlandais, des Vietnamiens.
Et donc, je fais des tests à chaque fois pour voir si de manière pragmatique ça fonctionne. Et en fait, il n'y a qu'une seule valeur sur laquelle ils se retrouvent tous. Quand on parle du respect de la personne, ils donnent tous à peu près la même définition. C'est la seule valeur. Quand vous dites solidarité, là, c'est pas du tout la même valeur. Quand vous dites loyauté, ils n'ont pas la même interprétation. Sachant que dans une équipe de direction, tout le monde est solidaire et loyal quand tout va bien. Et quand tout va mal, retour à l'inconscient reptilien biologique. Donc, où est l'amour? C'est le challenge. Peux-tu terminer? Oui, je termine. Je passe sur ça. Voilà la définition donc, que j'ai donnée de l'amour. Enfin, donner ce qu'on a le moins à quelqu'un qui en a fondamentalement besoin. Et donc les leaders aujourd'hui sur le terrain, ils ont un énorme problème. Ils n'ont pas de temps. Ils n'ont plus de temps. Tout va super vite. Or, leurs équipes, elles ont besoin de temps. Elles ont besoin qu'ils partagent quelque chose avec eux. Et donc l'amour, ça commence par là. Ça commence par faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire pour l'autre. Et donc les leaders, tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est tout sauf accompagner leurs équipes sur le terrain parce qu'ils n'ont pas de temps. Et donc le grand enjeu du leadership de l'amour, tel que je l'ai traité, c'est d'essayer d'entrer dans cette dynamique où on va donner ce qu'on a le moins, en particulier du temps, à quelqu'un qui en a fondamentalement besoin, nos équipes sur le terrain. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.